Ok team, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler développement des muscles fessiers. On va parler du squat versus le hip thrust. C'est le sujet d'actualité depuis des mois dans l'industrie du fitness. Il y a eu des recherches qui ont été publiées qui disaient que le squat était meilleur que le hip thrust pour développer ses muscles fessiers. Donc on va essayer d'analyser tout ça. Dans un deuxième temps, on va parler des deload weeks. Les deload weeks sont des semaines de déchargement, littéralement dit en français, durant lesquelles on cherche à réduire l'intensité de nos entraînements de façon à favoriser notre récupération. Alors on va se poser les questions suivantes. Est-ce que les deload weeks sont nécessaires? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Je vais essayer de décortiquer le tout et de vous donner mon avis sur le sujet. Donc sans plus tarder, parlons directement des squats versus les hip thrusts. Alors depuis quelques mois, j'ai vu plein de gens poster sur Instagram cette recherche qui disait que voilà, les squats étaient meilleurs que les hip thrusts pour développer les muscles fessiers. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode, dans ce podcast, c'est qu'on va chercher dans un premier temps à analyser cette étude-là, de façon à ce que vous puissiez comprendre un peu comment je réfléchis et comment on développe son esprit critique lorsque des informations nous sont présentées. Et d'ailleurs, c'est une partie importante de mon programme Mentorship. Dans la première partie, dans le premier module, eh bien, on aborde tout ça. Il est très important de développer son esprit critique et de pas simplement suivre les informations qui nous sont présentées comme ça, noir sur blanc, comme si c'était une vérité absolue. Dans un deuxième temps, on va chercher à comprendre pourquoi ils ont trouvé les résultats qu'ils ont trouvés. Et dans un dernier temps, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à organiser nos pensées de façon à comprendre comment on doit réagir face à ce genre d'informations et comment on peut intégrer tout ce qu'on a récolté comme information dans notre pratique de sport, dans notre pratique de musculation, de performance ou autre, en incluant ces exercices-là. Ok? Donc faisons la chose suivante. Comprenons d'abord cette étude-là qui a été publiée, je crois une ou deux études qui ont vraiment fait le buzz. Alors ils ont utilisé ce qu'on appelle de l'EMG, je crois qu'on dit ça, on dit de l'électromyographie en français. En gros, on utilise des électrodes qu'on place sur nos muscles pour vérifier l'activité de nos muscles, l'activité de notre système nerveux. Donc en gros, lorsqu'on fait une contraction, lorsqu'on contracte nos muscles, eh bien ça envoie ce signal-là à travers ces électrodes et on dit hey, ce muscle-là, il est en train de travailler à telle et telle intensité. Et c'est ce qu'on a fait durant cette étude-là. Alors on a pris un groupe de personnes, d'accord, et on a dit ok, ce genre de personnes-là ils vont faire des squats et ils vont faire des hip thrusts et on va mettre des électrodes sur leurs muscles fessiers et on va voir durant quel exercice les muscles fessiers répondent le plus. Et on voit que les muscles fessiers répondent plus en faisant des squats que en faisant des hip thrusts. C'est la conclusion. Et l'industrie du fitness, dont les experts, je mets ça entre guillemets, bien entendu, se retrouve avec cette conclusion et disent ah voilà, le squat c'est mieux que le hip thrust. Par conséquent, faites des squats, vous ne devez pas faire de hip thrust. Et ça nous montre bien cette pensée réductionniste de certains experts, de certaines personnes qui croient être evidence-based, mais en fait ça nous montre juste que ils ne savent pas analyser le tout avec une image complète en considérant toutes les variables. Il est très important de considérer toutes les variables. Alors je vous dis avec expérience personnelle comment j'analyse ce genre d'informations. Alors on me donne ce genre d'informations, je vois ce genre d'études et je me dis ok, par expérience, je sais plusieurs choses. Et ce que je vais vous dire, c'est voilà, ce sont des faits pour moi et je pense que d'autres professionnels pourront se reconnaître également. Alors lorsqu'on fait un squat et lorsqu'on fait un hip thrust, ce sont deux mécaniques qui sont différentes. D'accord? Ce sont deux mouvements qui sont différents. Et c'est ce qu'il faut garder en tête, mais je vais revenir là-dessus après. Alors ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on descend en squat, on va allonger les muscles fessiers. D'accord? Les muscles fessiers en fin d'amplitude de mouvement vont se retrouver dans cette position la plus allongée. D'accord? Et versus le hip thrust, durant lequel, lorsqu'on monte les hanches vers le haut, lorsqu'on va chercher à monter la barre vers le haut, les muscles fessiers vont se retrouver dans cette position raccourcie. Et ce que je peux vous dire avec expérience, c'est que la plupart des gens ont énormément de mal à recruter leurs muscles fessiers, entre guillemets,
activer leurs muscles fessiers en fin d'amplitude de mouvement lorsqu'ils sont les plus raccourcis. Versus, d'accord, la plupart des gens ont la capacité de recruter leurs muscles fessiers lorsqu'ils sont dans une position plus allongée. De manière générale, la plupart des gens arrivent à contracter leurs tissus lorsqu'ils sont dans les positions les plus allongées, mais ont une mauvaise capacité ou très peu de capacité à recruter leurs muscles fessiers lorsqu'ils sont dans la position la plus raccourcie. Alors qu'est-ce que ça nous dit lorsqu'on sait ça? Eh bien, le problème de l'industrie, c'est qu'elle pense en exercice, ok? Elle dit, ok, cet exercice a recruté plus les fessiers, donc cet exercice est meilleur. Et moi, je vois le truc de la manière suivante. Je me dis, ok, je sais que la plupart des gens, si on prend un groupe de 20 personnes, eh bien, il y a peut-être qu'une personne qui arrive à vraiment faire une bonne extension de hanche, à monter ses hanches vers le haut en recrutant correctement ses muscles fessiers. J'ai analysé plus de 500 personnes à ce jour et je peux vous dire que la plupart des gens n'arrivent pas à recruter leurs muscles fessiers correctement, à faire une extension de hanche correctement sans compenser avec le dos. Donc ils n'arrivent pas à recruter leurs muscles fessiers uniquement, d'accord, pour monter leurs hanches vers le haut. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que s'ils n'arrivent pas à faire une extension de hanche correctement, eh bien on va rien voir sur ces électrodes parce qu'ils n'ont tout simplement pas la capacité de recruter leurs muscles fessiers pour faire cette extension de hanche. Donc s'ils n'arrivent pas à faire cette extension de hanche sans charge externe à poids de corps, quelle est la probabilité qu'ils y arrivent avec une charge externe? 0, 0, 0, 0. Donc bien entendu, sur les électrodes, eh bien, on ne va pas pouvoir voir une activité musculaire si on n'a tout simplement pas la capacité de recruter ces muscles sans aucun poids, d'accord? Versus le squat, position allongée des muscles fessiers, eh bien là, la plupart des gens ont plus de capacité à recruter ces muscles fessiers. Donc oui, on va avoir plus de signal sur ces électrodes. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que en fait, on part pas du tout à part égale sur ces deux exercices. On prend un exercice sur lequel la plupart des gens voilà, ont des carences articulaires, on va dire ça comme ça, d'accord, des limitations articulaires, le hip thrust et le squat aussi, mais auront plus de capacité à recruter les muscles de la chaîne postérieure, d'accord, en l'occurrence les fessiers qui sont intégrés, d'accord. Donc on se dit, attends, là on part pas à part égale, donc c'est pas juste de quantifier ces exercices de la même façon. Si on avait pris des personnes qui, voilà, fonctionnent articulairement parlant bien, d'accord, des personnes qui ont une bonne extension de hanche, des personnes qui ont toute la capacité articulaire nécessaire pour exprimer ces deux exercices de la même façon, est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats? Je ne sais pas, d'accord, mais le fait est que à ce jour, je pense que cette étude, voilà, ça nous donne une partie de l'équation, mais pas toute l'équation, d'accord. Et encore une fois, un petit message que je glisse ici, d'où la base articulaire qui est toujours importante. Je parle toujours de ça, de contrôle moteur, de contrôle sur son corps, de conscience corporelle et d'avoir la capacité à recruter les muscles qu'on aimerait recruter. Et on peut que le faire si on n'est pas limité au niveau de nos articulations. Donc voilà, tout ça c'est pour vous dire qu'il faut toujours analyser ce que vous voyez, les recherches qui vous sont présentées, analyser toutes les variables, d'accord, avant de simplement sauter sur une conclusion et se dire que ça c'est un fait absolu. Donc super important pour moi de partager ça avec vous, principalement pour les coachs et les professionnels qui m'écoutent. Maintenant, cherchons à comprendre pourquoi ils ont trouvé ce résultat-là. Alors, essayons de décortiquer un peu les mouvements. Lorsqu'on regarde un back squat, on initie le back squat, on fait une flexion de hanche, donc on jette un peu les fessiers vers l'arrière, ensuite on descend, les genoux se fléchissent et voilà. Dès qu'on initie le mouvement avec les hanches en arrière, eh bien les muscles fessiers, d'accord, vont être activés, d'accord, on va solliciter ces muscles fessiers tout en bas, jusqu'à tout en bas. Si on a une bonne mobilité articulaire, on va pouvoir descendre jusqu'à tout en bas. Et de tout en bas, lorsqu'ils sont en position étirée, dans la position la plus allongée, jusqu'à quasi tout en haut, d'accord, les derniers 10-20 degrés, et bien là, on a un peu moins de muscles fessiers, d'accord. Mais pendant tout le mouvement, quasiment, et bien,
on a les muscles fessiers qui sont sous tension, d'accord? Lorsqu'on regarde un hip thrust, eh bien, la plupart du temps, quand on fait un hip thrust, on utilise une amplitude de mouvement qui n'est pas très grande. On utilise une flexion de hanche, donc on plie, si vous voulez, notre buste, le haut du corps et le bas du corps, avec un angle de, allez, on va dire 30 degrés, d'accord? 30 degrés et on monte jusqu'en haut, d'accord? On fait le pont, on monte ses hanches de façon à avoir un alignement avec ses épaules et ses genoux, mais voilà, on a un angle de 30 degrés. Alors, en fait, ce qu'on voit déjà, c'est que en fait, on n'a pas la même amplitude de mouvement, on n'a pas la même trajectoire, on n'a pas le même temps sous tension, d'accord? Si on prend un back squat, et je me dis, ok, je vais pouvoir descendre de tout en haut, quasi tout en haut jusqu'à tout en bas, où tous ces muscles fessiers vont être sous tension, donc on a plus de fibres musculaires qui sont exposées à cette charge-là, donc plus de fibres musculaires qui sont sollicitées. Contrairement à un hip thrust, on utilise uniquement 30 degrés de flexion de hanche, on a moins de fibres musculaires qui sont potentiellement recrutées si on a la capacité de les recruter, si on a une bonne extension de hanche, pour faire référence à ce que j'ai dit auparavant, ok? Donc c'est normal qu'au final on se dise, hey, attends, un exercice dans lequel voilà, il y a plus de trucs qui est recruté, c'est normal que ça donne plus de résultats, d'accord? Ça donne plus de résultats parce qu'on a la capacité de réveiller, entre guillemets, je vulgarise le tout, plus de fibres musculaires, plus de tissus, plus de muscles. Donc c'est normal qu'au final on ait ce résultat-là, ça a tout son sens selon moi. Maintenant, ce que j'aime pas, c'est cette vision réductionniste de l'industrie du fitness en disant, hey, là, voilà, il faut faire que du back squat, et ça sert à rien de faire du hip thrust. Moi, je vois pas la chose de la manière suivante. Alors, comment j'analyse le tout? Ce que je vois, c'est que ce sont deux exercices qui sont complètement différents, deux exercices qui vont nous permettre de solliciter nos muscles fessiers sur des angles différents. La première chose qu'il faut savoir, c'est un fait, c'est que le renforcement de nos tissus va être dépendant de l'angle sur lequel on travaille, d'accord? C'est un fait, c'est comme ça, d'accord? Donc on sait que le back squat va mettre nos muscles fessiers sous tension sur certains angles et le hip thrust va mettre nos muscles fessiers sous tension sous d'autres angles. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'on analyse la courbe de résistance de ces deux exercices-là, d'accord? La courbe de résistance, et qui est, pour faire très simple, là où ça va être le plus dur. On voit que quand on fait un back squat, on voit que quand on est tout en bas, quand les fessiers sont plus allongés, c'est là que c'est le plus dur. Et lorsqu'on regarde le hip thrust, c'est lorsqu'on est tout en haut que c'est le plus dur. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces deux exercices ont la capacité de se complémenter, d'accord? On voit que les 10 à 20 premiers degrés, lorsqu'on initie la flexion de hanche, on jette les hanches en arrière, eh bien, il n'y a pas vraiment d'activité des muscles fessiers, ok? C'est plus les genoux qui nous supportent, d'accord? Et ensuite, on va combattre la gravité. Mais, on regarde ces 20 degrés-là, c'est là qu'on peut les travailler en faisant un hip thrust parce que ces 20 degrés-là sont inclus dans les 30-35 degrés du mouvement du hip thrust lorsqu'on cherche à faire une extension de la hanche et on cherche à combattre la gravité. Donc ce que je suis en train de vous dire en fait, c'est que ce sont deux exercices qui ont la capacité de se complémenter. Au lieu de les voir comme deux exercices qui sont opposés, d'accord, et on devrait en choisir un, on n'a pas à choisir un exercice plutôt qu'un autre. Je pense que c'est la mauvaise question qu'on se pose dans l'industrie du fitness en disant quel est le meilleur exercice pour renforcer ses muscles fessiers ou autres. C'est pas ça la bonne question. La bonne question c'est quel est le meilleur exercice à quel moment, d'accord? Quand est-ce qu'on doit choisir quel exercice? Voilà la question qu'on doit se poser. C'est toujours une question de contexte et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, au petit résumé, voilà, moi j'agencerai le tout de la manière suivante. Un jour, le back squat, ça pourrait être mon focus du jour parce que je sais que les 20 premiers degrés, je ne vais pas travailler dessus. Il n'y a pas de résistance à ce niveau-là, d'accord? Je descends, je combats la gravité. Voilà, j'étire complètement mes muscles fessiers. C'est cool, j'ai travaillé sur tous ces angles-là. Maintenant, il y a quand même un angle de 20 degrés qui est laissé de côté, que je pourrais renforcer. J'ai accès à plus de tissu si j'utilise ces 20 degrés là en plus. Comment je vais les utiliser? Eh bien, je vais faire mon exercice qui me permet de travailler sur ces 20 derniers degrés d'extension de hanche auxquels je n'ai pas accès dans mon back squat. Et là, j'arrive à complémenter ces deux exercices, ok? Donc, je vous invite à penser de la manière suivante. C'est un message que je voulais partager avec vous. Et c'est super important de voir les choses comme ça, de ne pas avoir une vision réductionniste du fitness. Parlons maintenant des deload week, ok? La deload week,
super populaire dans l'industrie du fitness. Je pense que ça a été plus développé dans le sport de force, powerlifting, etc. Et voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens dans le monde du bodybuilding aujourd'hui qui utilisent tout ça. Et moi, ça me fait un peu rire parce que, je vais être honnête avec vous, j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. Je trouve que ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. C'est un terme qui a été popularisé, que la plupart des gens utilisent, alors qu'ils ne savent même pas pourquoi ils les utilisent. Ils utilisent ce terme parce qu'ils ne l'ont jamais remis en question et qu'ils se sont dit, ah voilà, ce gars l'a dit, ça fait des années qu'on dit dans l'industrie du fitness qu'il faut faire des deload weeks. Donc, je vais faire une deload week. Je vais vous expliquer bien entendu mon raisonnement derrière tout ça pour que ça ait du sens. Alors, la deload week, on cherche à réduire l'intensité. Moi, je vois plusieurs erreurs là-dedans, ok? Mais je vais essayer de décortiquer tout ça de manière logique. On cherche à réduire l'intensité de façon à pouvoir laisser à son corps le temps de récupérer pour qu'on puisse revenir plus fort. La première erreur que je vois là-dedans, c'est que la plupart des gens ne travaillent pas assez dur pour faire des deload week. Je vois le average Joe qui va à la salle de sport et qui me dit « Voilà, je fais une deload week. » Mais tu fais une deload de quoi, frérot? Tu ne travailles pas assez dur pour faire une deload week, ok? Donc les deload week pourraient être appropriés pour des gens qui travaillent très dur, qui sont très constants et voilà, qui n'aimeraient pas se cramer, d'accord? Mais pour des gens qui font voilà, du sport simplement pour se maintenir ou qui poussent un peu, voilà, est-ce que les deload week c'est nécessaire? Selon moi, ce n'est pas nécessaire et je vais vous donner quelques alternatives ou comment moi j'agence le tout. La deuxième erreur que je vois les gens faire lorsqu'ils font les soi-disant deload weeks, c'est qu'ils cherchent à réduire uniquement le volume, donc le nombre de séries et de répétitions, mais ils ne réduisent pas l'intensité. Et ça, c'est des trucs qu'on retrouve dans des livres encore aujourd'hui et je comprends absolument pas la logique derrière. Alors, en parlant concrètement, imaginons on cherche à faire 6 séries de back squat à 100 kg, ok? Et j'ai fait ma première série, ma première semaine, ma deuxième semaine, ma troisième semaine. Et comme par hasard, dans tous les textbooks, dans tous les livres, c'est la 4e semaine où on fait des deload week. J'arrive dans un instant. La 4e semaine, eh bien, les gens disent, ok, je vais faire un deload week. Et au lieu de faire 6 séries de back squat, eh bien, je vais faire 3 séries de back squat, ok? À 100 kg, mais voilà, je vais faire que 3 séries. Et moi, je comprends pas trop le raisonnement derrière. Pourquoi? Parce que l'idée de décharger sa semaine, eh bien, c'est qu'on veut en vrai laisser à son système nerveux le temps de s'adapter, le temps de se reposer, entre guillemets. On veut débrancher son système nerveux. Or, on sait que plus on augmente l'intensité, plus on a un signal qui s'approche d'un signal neurologique plutôt que d'un signal mécanique, ok? Donc en gros, on va solliciter plus son système nerveux pour lever les 100 kg que simplement mettre de la tension sur ses muscles, ok? J'essaie de vulgariser le tout ici. Alors, c'est ça que je comprends pas. Je me dis, si on fait vraiment une deload week, et bien dans ce cas-là, pourquoi garder l'intensité élevée? Je pense que ça serait plus logique, selon moi, de réduire complètement l'intensité de 50% plutôt que de réduire le volume de 50%. Parce que ce qui va réveiller votre système nerveux, ce que vous voulez laisser à la base se reposer pour revenir plus fort, plus forte, eh bien, là, on est toujours en train de le solliciter en mettant la même intensité, en mettant une intensité élevée, ok? Donc, sur le spectrum de l'intensité, c'est là où je chercherai à réduire le tout. Ensuite, j'aimerais revenir sur cette fameuse 4e semaine. Alors, pour je ne sais quelle raison, on dit que c'est la 4e semaine qu'il faut prendre une deload week. Donc, on doit faire semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. C'est là où on réduit le volume d'entraînement. Et personne ne s'est jamais posé la question, pourquoi la 4e semaine? Pourquoi pas la 3e? Pourquoi pas la 2e? On ne sait pas. On suit ces règles comme ça, aveuglément, sans jamais se poser de questions. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à la salle de sport et que la 2e semaine ou 3e semaine, vous devez faire vos 6 séries. Vous voyez qu'à la 2e série, eh bien, c'est chaud. Ou la première série, vous êtes à 90 kg, 90 kg et c'est chaud. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une deload week? Non, parce que c'est que la 2e, 3e semaine. Et le livre dit, ou le programme dit qu'il faut faire ça la 4e semaine uniquement. Dans mon programme Mentorat, j'expliquerai exactement quelles mesures objectives nous pouvons utiliser pour programmer tout ça. Mais en attendant, pour la plupart des gens, eh bien, je trouve pas que c'est nécessaire de pousser trop loin, d'accord? C'est pas nécessaire d'utiliser une deload week. Utilisez plutôt votre feeling, des sensations.
des mesures objectives. Comment vous vous sentez lorsque vous allez à la salle de sport? Est-ce qu'aujourd'hui, d'accord, je me sens prêt à suivre mon programme, j'ai assez d'énergie? Vous allez le sentir directement lorsque vous allez à la salle de sport. Si oui, très bien, on continue. Sinon, eh bien, c'est pas le jour où il faut pousser. Aussi simple que ça. Pas besoin d'avoir de deload week, pas de voilà. Deload, pas deload, etc. Je trouve que c'est vraiment pas intéressant pour la plupart des gens, parce que la plupart des gens ne cherchent pas forcément la performance au max, au détriment de leur santé, contrairement à un athlète. Pour la plupart des gens, on s'en fout si aujourd'hui on a levé 100 kilos ou pas, c'est ça la vérité, d'accord? Et voilà, c'est pas vraiment nécessaire, d'accord? Si vous n'êtes pas un athlète de haut niveau. Et même si vous l'étiez, d'accord? Moi, je ne fais pas ça avec mes athlètes, je ne fais pas de deload week. Ce que je ferais, c'est que je chercherais à changer complètement le stimulus. C'est-à-dire que hey, c'est peut-être la semaine où on va chercher à faire autre chose que tenir notre programme. Okay? C'est peut-être la semaine où on doit prendre une pause complètement du programme. Peut-être qu'on doit se focaliser sur autre chose. Et si même je venais à faire une deload week, c'est-à-dire que je chercherais à rester sur le même plan d'entraînement, eh bien, je chercherai à faire l'inverse de ce qui est propagé ou partagé aujourd'hui. Je ne chercherai pas à garder la même intensité et à réduire le volume. Je chercherai à réduire l'intensité de manière conséquente, c'est-à-dire que je mettrai moins de charge, moins de kilos, et je chercherai au contraire à plutôt chase the pump, ok? Aller chercher la contraction musculaire, aller chercher cette sensation de pump, d'accord? En focus plus hypertrophie ce jour-là, d'accord? Et ça, c'est simple, ok? Simple et efficace, il n'y a pas besoin de vous compliquer la vie. C'est vraiment pas nécessaire de faire une deload week. Alors vous allez me poser la question, est-ce que c'est nécessaire peut-être dans un contexte particulier? Le seul contexte qui pourrait me venir en tête est le suivant. Si vous êtes un athlète, une athlète qui fait tout correctement, vous faites tout correctement, vous dormez bien, vous mangez bien, vous n'avez pas de stress, vous arrivez à suivre régulièrement vos entraînements et tout se passe bien. Alors là, je parle principalement aux femmes, donc athlète, pas athlète homme, d'accord? Athlète femme, vous arrivez à gérer tout ça et le seul truc qui pourrait chambouler votre entraînement est votre cycle menstruel. Mais à ce moment-là, vous savez exactement quelle semaine, à quel moment pendant ces 5-6 jours où voilà, certaines d'entre vous ne vont pas bien répondre, c'est le moment peut-être de réduire l'intensité à ce moment-là parce que vous savez que de toute façon, pour vous, vous ne répondez pas bien cette semaine-là. Donc pourquoi pas agencer le tout de façon à ce que ça matche votre calendrier menstruel. C'est ça du sens que je dis. C'est vraiment la seule des raisons pour laquelle je ferai éventuellement une deload week pour les athlètes féminines qui voilà aiment pousser quand même à la salle, qui vont challenger leur système nerveux. Autrement, pour moi, c'est pas nécessaire. Donc voilà mon avis sur le sujet. Je serais ravi d'entendre le vôtre également. Donc laissez un petit commentaire, partagez tout ça et nous on se parle très bientôt. Peace.